Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Alors aujourd'hui, on va parler abandon de poste et présomption de démission et mon invité sera Roman Guichard, avocat en droit du travail. Alors, il arrive tout de suite. Hop. Bonjour Salut, Lucie, ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Merci de me rejoindre pour ce nouveau live, donc consacré au sujet dans l'actualité de l'abandon de poste et de la présomption de démission. Donc, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui puisque tu es quand même un expert en droit du travail et tu vas pouvoir un petit peu nous éclairer sur les enjeux de cette réforme. Merci Alors, de m'accueillir. je t'en prie. Alors, ce que je te propose pour commencer, c'est tout d'abord que tu te présentes rapidement. Qui es-tu? Voilà, pourquoi tu as choisi le droit du travail, etc. Dis-nous tout. Ok, bon, très brièvement, hein, moi je suis avocat en droit du travail donc depuis 7 ans. Je suis à mon compte depuis une grosse année. Je développe une activité qui est axée sur l'assistance principalement aux salariés ou aux petites entreprises qui se structurent. J'offre aussi j'ai une offre juridique un peu particulière. En tout cas, je pense que c'est la première. En tout cas, c'est la première que je croise en support juridique à la reconversion professionnelle. Donc, je vais aider les gens un peu à se repérer dans la jungle, à la fois administrative et juridique, pour permettre de trouver un support à des idées ou en tout cas un besoin de changement de vie professionnelle ou de parcours. Et donc ça me plaît beaucoup. Je le fais de plus en plus. Et puis à côté de ça, voilà, j'ai une activité assez classique d'avocat en droit du travail, de représenter des gens en justice, devant les conseils de prud'homme, les cours d'appel, ou d'ailleurs tant côté salarié qu'employeur. Et donc voilà pourquoi je crois je me retrouve devant toi aujourd'hui pour parler d'un gros bouleversement en ce moment dans ce paysage qui est l'abandon de poste. Voilà, l'idée d'abandon de poste. D'accord. Alors, je crois que tu accompagnes aussi particulièrement tes clients pour la négociation de rupture conventionnelle. Oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je l'ai pas mentionné, parce que ça fait partie en effet de cette mission. Et en effet, moi, je suis dans beaucoup de négociations pour négocier des départs. Euh, voilà, hein, c'est des clients qui nous ressemblent un peu. Hein, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais voilà, c'est des gens qui ont autour de la trentaine, qui ont eu un premier travail, souvent pendant plusieurs années, qui ont souvent eu des beaux parcours à l'école, dans leurs études, et qui sont face à un constat d'insatisfaction, face à un premier job, et parfois c'est un petit peu plus global. Et je les aide un peu à les accompagner juridiquement pour sortir de là avec les conditions voilà, d'un nouveau projet ou même simplement d'un vide qui permettra plus tard un nouveau projet. Et ça passe souvent avec une négociation, enfin, par une négociation avec leur employeur actuel. Et après, ils peuvent m'appeler. Exactement. On se passe le relais comme ça, ouais. Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Puisque évidemment aujourd'hui, puisqu'on parle d'abandon de poste et de présomption de démission, en vérité, on s'intéresse à la rupture du contrat de travail, à ce qui se passe en fait, quelles sont les conséquences pour un salarié quand son contrat de travail se termine et particulièrement, en tout cas, dans le cas d'une démission, en tout cas les conséquences d'une démission en termes indemnitaires. Alors, est-ce que tu peux tout d'abord nous rappeler quels sont les principaux modes de rupture d'un contrat de travail? Ok, alors un contrat de travail à rompre, c'est très très simple. Il y a trois grands modes de rupture d'un contrat de travail. Le premier, c'est la grande case générale des licenciements. C'est voilà, on se fait licencier pour plein de raisons différentes. La deuxième, c'est la démission. Et la troisième, qui a été inventée un peu plus récemment, c'est la rupture conventionnelle. Sur ces trois modes, il y a deux modes qui donnent droit aux allocations Pôle emploi, donc au chômage, aux indemnités de chômage. C'est le licenciement et la rupture conventionnelle. Donc, en gros, quand on est salarié et qu'on veut rompre un contrat pour plein de raisons, que ce soit complètement volontaire, partiellement volontaire, complètement involontaire. En tout cas, on veut, voilà, derrière avoir ce filet de sécurité qu'est le chômage. Et le seul moyen de s'en priver, c'est de démissionner. C'est donc en tout cas, aucun avocat ne vous conseillera de démissionner, à part certaines hypothèses très particulières. Oui, ou à moins d'avoir un autre poste derrière qui permet, de passer d'un emploi à un autre. Mais sinon, la démission, comme elle est privative d'indemnité, C'est généralement, on ça. essaie de limiter au maximum. Après, il y a les dispositifs de d'émission reconversion professionnelle, d'émission création d'entreprise, et j'accompagne certains clients là-dessus qui franchement fonctionnent. Et c'est vraiment bien. Et enfin, c'est vraiment bien. Ouais, ça répond à pas mal de questions pour le moment, même si bon, c'est un peu compliqué. C'est vraiment encore une fois un peu une jungle administrative. C'est pas si compliqué que ça dans le fond. Donc voilà. Mais bon, voilà les trois grandes catégories en gros quoi. Ok. Et si tu veux que j'enchaîne, hein, voilà, on se retrouve dans une situation. Non, mais parce que, enfin, le sujet d'aujourd'hui, c'est celui-là, hein, c'est que
la rupture conventionnelle donc, est un dispositif assez récent. Aujourd'hui, à travers le Big Quit, qui voilà, veut dire littéralement la grande démission, mais en réalité, tout le monde cherche à obtenir une rupture conventionnelle pour percevoir le chômage derrière, ou alors un départ négocié encore mieux. Mais là, bon, voilà, ça implique une grosse négociation. Mais le problème, c'est que les employeurs sont rarement enclins à accorder une rupture conventionnelle. Est-ce que tu je sais peux pas nous si dire pourquoi? j'ai pas de statistiques en tête, mais j'ai la raison claire pour ça. C'est que ils sont exposés lorsqu'ils acceptent une rupture conventionnelle à un surcoût par rapport à la démission. Et pour eux, c'est quelqu'un qui veut partir. Quand on demande une rupture conventionnelle, le réflexe d'un RH, c'est de se dire, ok, je suis face à quelqu'un qui veut quitter l'entreprise, qu'il démissionne. Parce qu'en fait, s'ils acceptent une rupture conventionnelle, ils vont devoir verser une indemnité spéciale de rupture conventionnelle qui est taxée, voilà, qui est soumise à un forfait social. Je rentre pas dans les détails fiscaux, mais en gros, c'est un surcoût fiscal. Voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais en gros, c'est pour ça qu'ils refusent. Euh, la parade qui était trouvée jusqu'à présent, et c'est un peu une des raisons qui amène ce changement législatif, c'était que une partie des salariés décidaient voilà, de partir en abandon de poste, c'est-à-dire de ne pas revenir du jour au lendemain. Parce que derrière, ça amenait l'employeur à les licencier pour faute grave. C'était le chemin classique. L'employeur n'avait pas d'autre choix. Une fois que les salariés étaient licenciés pour faute grave, ils pouvaient percevoir le chômage. Parce qu'ils avaient Mais, une attestation Pôle emploi, ils pouvaient l'adresser à Pôle emploi. mais par Donc, contre, ils n'avaient pas d'indemnité de rupture, puisque en fait, en licenciement pour revanche, faute exactement. grave, on n'a pas d'indemnité de rupture de son contrat de travail. Donc, il faut bien différencier dans sa tête d'un côté l'indemnisation Pôle emploi et de l'autre côté l'indemnité de rupture, donc dans laquelle il y a notamment l'indemnité de licenciement, voilà, enfin le Et, package un petit peu classique. et c'est pour ça que c'est partiellement satisfaisant, parce qu'on sortait d'une relation contractuelle qui était parfois longue, qui était quasiment d'une dizaine d'années, et puis ça s'était peut-être bien passé parfois, à d'autres moments un peu moins. En réalité, ça justifiait voilà, au minimum une indemnité de rupture, quoi, pour qu'on parte pas avec rien. Mais parfois, voilà, on se confronte vraiment à des blocs monolithiques d'employeurs qui refusent et qui disent non, mais voilà, tu me demandes une rupture conventionnelle, tu veux partir, démissionne. Et alors, Ouais. Et ça continuera, je pense. ouais, et au-delà de la raison qui a l'air purement financière, enfin en tout cas fiscale, mais qui est une histoire de gros sous, en gros, est-ce que tu crois pas il peut y avoir aussi parfois une espèce de question relative à la politique de l'entreprise, qui est de dire ah bah nous de toute façon on considère que un salarié qui a envie de partir, on va pas en plus lui verser une indemnité de rupture conventionnelle parce que c'est comme ça et qu'en gros s'il veut partir il prend son risque et tant pis s'il touche pas Pôle emploi c'est pas notre problème. Alors oui, il y a cette symbolique qui parfois existe chez les RH, et puis il y a aussi la crainte de l'effet d'émulation. Mm. C'est-à-dire dans les grandes sociétés, quand on a 50, quand on a 100, quand on a plusieurs milliers de salariés, on n'a pas envie que la rumeur, quand on est RH, que la rumeur se répande, qu'il suffit de demander son départ pour percevoir une indemnité de départ. Parce qu'on l'a vu à travers le Covid et le Big Quit, c'est les pourcentages de démission depuis 2-3 ans, c'est hallucinant en réalité. Il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui veulent quitter leur job pour faire quelque chose qui est plus en lien avec ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils projettent. Donc ouais, je pense qu'il y a une symbolique, assez dure et de plus en plus dure sur la rupture conventionnelle. Ouais, donc c'est un moyen aussi de rendre un petit peu, enfin, captif, on va dire, sa masse salariale et de dire, bah voilà, si vous voulez partir, vous prenez votre risque, mais nous, en tout cas, on n'a aucune raison de vous faire le cadeau, entre guillemets, d'une rupture conventionnelle. D'autant qu'on sait comment ça se passe en pratique, quand on arrive devant son N+1 et qu'on lui dit bon, j'aimerais une rupture conventionnelle, on est red flagué quoi, c'est-à-dire oh, ok d'accord, bah c'est non. Et je suppose que enfin voilà, on va pas travailler des années avec quelqu'un qui veut pas travailler pour nous. Je pense qu'on est RH, c'est de la psychologie aussi, des ressources humaines. Bien sûr. Euh, donc voilà comment ça se passe. Donc c'est problématique en réalité. On arrive à un point, on arrive à un point un peu spécial, tant sociologique que juridique d'ailleurs. Mm. Donc du coup, c'est vrai que finalement, ce truc d'abandon de poste qui entraîne un licenciement pour faute grave et qui du coup n'entraînait pas de versement d'indemnité de la part de l'employeur, mais permettait malgré tout aux salariés de toucher Pôle emploi, c'était un système qui pouvait finalement arranger aussi bien l'employeur que le salarié. Alors oui, c'est ce qui est très peu dit, je trouve, dans les commentaires actuels du projet de loi. Je suis d'accord. C'est que on a l'impression, en fait, c'est vrai que ça présente très souvent le salarié comme une espèce de quelqu'un qui va contourner, se jouer Un de l'employeur et de Pôle profiteur. emploi en profiteur, c'est ça le mot. Alors que derrière, je le dis d'expérience, pour avoir été avocat tant d'employeurs que de salariés, c'est dans les réflexions RH
le mécanisme que j'ai expliqué au départ, je sais pas si je suis rentré dans le détail, mais en gros, voilà, ça fait partie parfois de deals officieux qui sont souhaités par les RH, des pratiques courantes, de dire, de proposer aux salariés, et je pense que ça va aller de pire en pire, de dire non mais la rupture conventionnelle c'est pas possible parce qu'en fait ça nous coûte trop cher et pour toutes les raisons que j'ai expliquées, on veut pas d'effet d'émulation, etc. Par contre, on te promet, si tu fais un abandon de poste, on acceptera de t'adresser un courrier de licenciement, de notification et d'abord de convocation d'entretien préalable évidemment, rapidement. Comme ça, tu ne seras pas exposé à une période au cours de laquelle tu ne seras pas payé, enfin trop longue. C'est ça les deals qui existent. Alors, je dis pas que c'est des proportions extraordinaires, mais ça existe réellement. C'est une vraie proportion. Aujourd'hui, des abandons de poste qui sont, il faut le dire, une forme de contournement du système aussi. Contournement, voire même de fraude, mais une fraude à laquelle participent les employeurs, une partie des employeurs et une partie des salariés, parce qu'en réalité, on est confronté à un fait sociologique très important auquel le droit positif actuel ne répond pas. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais moi, rien que à l'échelle de mes clients, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, mais oui, moi, j'ai au moins 4 clients qui sont partis, en fait, enfin, leur contrat de travail a pris fin dans ce cadre-là. Donc, il y avait un abandon de poste, enfin, une espèce d'abandon de poste négocié, mais qui était un petit peu, enfin, voilà, factice, on va dire, en apparence, et qui a permis justement à ces gens-là de toucher Pôle emploi et à l'employeur de ne rien verser. Mais du coup, c'est un petit peu aussi des employeurs qui se dédouanent sur le système collectif pour ne pas verser une indemnité qui est quand même assez rarement élevée. Alors, surtout si on parle surtout des trentenaires qui ont jamais des anciennetés très importantes, puisqu'on est quand même dans des périodes de vie où il y a énormément de mobilité professionnelle. On peut le rappeler, mais l'indemnité de rupture conventionnelle, au minimum, elle est égale à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Légal, de licenciement. Ouais. Voilà. Généralement, c'est à peu près un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Donc, vous imaginez, il faut au moins 4 ans d'ancienneté révolue pour avoir un mois de salaire. C'est Donc, rien. c'est pas non plus des indemnités qui sont très élevées. C'est rien. C'est donc en effet, c'est pour ça que tu avais raison de rebondir tout à l'heure. En effet, un surcoût fiscal de 20% sur la part qui est exonérée des charges de sécurité sociale, mais moi je rentre pas dans ce détail, mais c'est surtout surtout une charge symbolique. Ouais. Alors, il y a Amélie qui nous demande comment dénoncer un employeur qui nous propose cette pratique, par exemple. Alors il y a deux choses, c'est qu'en pratique, quand ça se présente, ce genre de deal officieux, même si encore une fois c'est pas si courant que ça, moi je fais pas ça, enfin voilà, mais bon, il y a deux options quoi. En général, c'est des salariés qui veulent partir de la société quand ces discussions arrivent. Donc c'est tout le temps pour des bonnes raisons, parce que c'est pour des projets, pour un passé qui est douloureux, bref, c'est toujours pour des bonnes raisons. Donc c'est rarement des salariés qui sont en position de dénoncer, de se positionner en lanceur d'alerte, parce qu'en fait c'est leur vie quotidienne qui est en jeu, c'est le lendemain, donc ça arrive jamais en réalité ce genre de dénonciation. Après, enfin voilà, si ça devait arriver, je pense qu'un courrier à Pôle Emploi peut, mais bon, ce sera la fin des négociations à 120%, quoi. Voilà. Oui, et puis je pense que ce qui est important aussi de préciser, c'est que même si la rupture conventionnelle, comme on l'a expliqué tous les deux, en soi, elle coûte jamais objectivement très cher à l'employeur, il n'y a pas de droit à la rupture conventionnelle. C'est-à-dire qu'un salarié, il peut jamais exiger de son employeur une rupture conventionnelle. Ça repose de toute façon sur l'accord des deux parties, à la fois sur le principe de la rupture et sur l'indemnité de départ et sur la date de départ. Donc de toute façon, vous pourrez jamais forcer un employeur à vous accorder une rupture conventionnelle. Donc voilà, exactement. Et donc derrière, c'est pour ça que si vous vous mettez à dénoncer ces pratiques, je dis pas que c'est pas bien, hein, j'encourage, puisque c'est quelque chose a priori qui est plutôt mal Frauduleux, pour le hein. système frauduleux, pour le système social, etc. Mais en tout cas, vous, d'un point de vue personnel, vous serez confronté à une situation un peu de blocage, puisqu'on vous refusera d'une part la rupture conventionnelle et d'autre part, vous risquez de vous exposer à un employeur qui cherche à se venger, quoi, dans le cadre de la rupture du contrat de travail, qui va attendre avant d'envoyer le courrier de notification du licenciement. Donc vous n'allez pas être payé pendant longtemps. Enfin, c'est compliqué. Même si bon, c'est vrai que la réforme qui existe là, qui est en train de se mettre en place, expose les salariés qui font des abandons de poste pour des bonnes raisons, parce que par exemple ils sont harcelés, parce que ils sont en burn-out, parce qu'ils sont soumis à un stress qui est trop important au travail, mais à une période au cours de laquelle ils ne seront pas payés et qui est extrêmement insécurisante. Alors, ce que propose aujourd'hui, enfin, le Sénat et l'Assemblée nationale sont tombés sur un texte qui, pour compenser cette zone d'insécurité pour les salariés qui vont continuer à faire des amendements de poste, mais pour des raisons d'urgence, parce que subissent un harcèlement sexuel ou que sais-je,
Voilà, la proposition qui est faite, c'est de dire, ils pourront saisir le prud'homme et dans le mois qui suit leur saisine, ils seront jugés. Et ils pourront demander devant le prud'homme à ce que cet abandon de poste qui sera donc a priori présumé, même si la loi n'est pas encore passée, mais a priori c'est quand même, il y a de grandes chances que ce soit le cas, ou un grand risque, qui est présumé comme étant une démission, je demande à ce qu'elle soit requalifiée en licenciement pour sans cause réelle et sérieuse, voire en licenciement nul. Et donc je sollicite une indemnisation qui est assez conséquente et qui pour le coup dépasse très largement l'indemnité pour rupture conventionnelle. Mais la réalité pratique du terrain, et moi j'en témoigne, mais je le signe, enfin voilà, hein, c'est impossible que ça arrive et que ça fonctionne bien. Il existe aujourd'hui d'ores et déjà des dispositifs qui promettent dans le texte, dans le code du travail que le législateur a passé, qui promettent aux salariés, lorsqu'il saisit, d'être jugé dans le mois ou dans les 3 mois qui suivent. Les prud'hommes sont débordés. Hors ruralité, et je le dis sans aucune condescendance, dans toute ville avec plus de 100 000 habitants, ça n'arrivera pas. Et alors, quand je parle pas de Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, toutes ces grandes villes, ça n'arrivera pas. Donc, c'est une fausse solution qu'on offre à ces salariés qui sont dans des réelles souffrances, et c'est peut-être là le cynisme de ce dispositif. Et alors justement, puisque cet abandon de poste, même négocié avec l'employeur, il est plus possible puisqu'il va être privatif d'indemnisation Pôle emploi, quelle solution on peut imaginer pour le salarié qui lui permette de sortir de la relation contractuelle tout en ne se privant pas des allocations chômage? Alors moi, je pense qu'il y a 3 voies qu'on peut d'ores et déjà identifier, même si c'est de la prospective, mais c'est aussi, ça paraît logique. Dans la grande catégorie des licenciements, il y a les licenciements pour faute, pour cause réelle et sérieuse, et il y a les licenciements pour inaptitude notamment. Quand on va mal, à cause du travail, on est souvent en arrêt de travail. Alors soit on décide d'abandonner son poste, soit on se fait arrêter par son médecin. Pour des bonnes raisons, pour des raisons justifiées. C'est le cas. Lorsqu'on fait un arrêt d'un certain temps, on va être présenté à la médecine du travail qui va rendre un avis médical de reprise qui va conclure à l'aptitude ou à l'inaptitude du salarié à reprendre son poste après 30 jours. Lorsque l'avis est un avis d'inaptitude, ça oblige l'employeur à trouver un reclassement au salarié ou alors à le licencier pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. C'est peut-être ça, la voie qui sera privilégiée. Mais ce que ça implique en pratique, c'est que le salarié qui sera en difficulté sera donc amené à souhaiter rencontrer la médecine du travail, à lui présenter tous ses griefs, non pas à un juge, mais à un médecin. Et évidemment que cette recrudescence de saisine finalement de la médecine du travail, même si c'est pas à proprement parler une saisine, et puis il y aura une recrudescence des visites médicales, ça va amener davantage de scepticisme de la médecine du travail, qui sera d'autant plus méfiante parce qu'elle ne souhaite pas se faire instrumentaliser, et c'est tout à fait légitime, par des salariés qui, parce que pour partie ça existera forcément aussi, souhaiteront s'appuyer sur la médecine du travail parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir une rupture conventionnelle, parce que le licenciement pour faute grave, parce que l'abandon de poste ne leur garantit pas un droit au chômage, et se diront allez, tentons notre chance devant la médecine du travail, et ça c'est pareil, ce sera un contournement du système qui n'est pas non plus souhaitable. Oui, et sans faire de mauvais procès aussi aux médecins du travail, il faut rappeler aussi que les services de médecine du travail sont quand même rémunérés en partie par les cotisations des employeurs. Donc sans être totalement à la botte de l'employeur, il y a évidemment toujours un risque que ce scepticisme, au-delà de la position impartiale du médecin, mais elle soit accrue, que ce phénomène soit aggravé aussi par peut-être des instructions, ou en tout cas des remarques des employeurs qui disent alors moi je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à me faire une inaptitude, donc tous les salariés de mon entreprise que vous recevez, Et je pense que toi comme moi, on en a rencontré dans des dossiers, parfois des médecins du travail qui étaient ultra retors et qui, malgré des dossiers médicaux béton avec des attestations de psychiatres, de psychologues, des ordonnances, etc., où il y avait quand même un lien de causalité assez bien caractérisé, on va dire, entre la dégradation de l'état de santé du salarié et la dégradation des conditions de travail, malgré tout, refuser de prononcer l'inaptitude. Je te le confirme, ça peut en effet influencer des arbitrages. J'en fais pas une généralité, mais en effet, ça peut exister. Et voilà, ça ajoutera à la difficulté de certains salariés qui pourtant sont confrontés à des réels problèmes de santé, réellement en lien avec leurs conditions de travail. C'est quand même pas une invention, enfin, ça existe, hein, c'est très fréquent. Ouais. Alors, ok, donc du coup, le licenciement pour inaptitude, c'est la première voie de solution. Yes. La deuxième, elle est un peu plus piégeuse. C'est ok,
bon, ce qu'un salarié va chercher à travers l'abandon de poste, jusqu'à présent, c'est le licenciement pour faute grave, pour percevoir des indemnités de chômage. Parfois pour des bonnes raisons, parfois juste pour percevoir parce qu'il n'a pas eu de rupture conventionnelle. Et encore une fois, je dis pas que c'est bien, pas bien, je dis juste que c'est en pratique comme ça que ça se passe. Euh, Aujourd'hui, puisque l'abandon de poste ne mène pas à une faute grave, d'autres voies peuvent mener à une faute grave qui, elle, va me permettre de percevoir des indemnités de chômage. C'est nécessairement enfin, le raisonnement que vont suivre des salariés qui sont dans des situations de rupture. Qu'est-ce qui mène à une faute grave? Bah, plein de choses. Alors, des insultes. Enfin voilà, ça peut mener à des situations complètement absurdes. On va se dire bon bah voilà, tant qu'à faire, je vais prendre le forfait insulte, je vais insulter moins de plus un, et puis là c'est sûr que je vais obtenir la faute grave et je vais obtenir le chômage derrière. C'est quand même une drôle de récompense pour une insulte. Euh, c'est tristement ironique. Mais il y a aussi d'autres points. Ça peut être par exemple, je pense qu'on va être confronté aussi à des stratégies d'obtention de faute grave, peut-être. Avec par exemple des absences perlées. Alors c'est toi qui m'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très intéressant. Euh, euh, L'idée que certains salariés vont éviter de faire des abandons de poste à proprement parler, qui se définit en jurisprudence, parce que c'est pas écrit dans le code du travail, comme un abandon, c'est-à-dire je pars du jour au lendemain, je donne pas de nouvelles, je fais une Véronique Sanson en gros quoi. Euh, avec je reviens une fois tous les 2 jours, mais en fait c'est juste impossible pour l'employeur de gérer son entreprise avec des gens qui reviennent une fois tous les 2 jours parce que voilà, on comprend tous pourquoi. Et donc au bout d'un moment, bon bah c'est un craquage, tu joues à quoi là, licenciement pour faute grave. Est-ce que ça change réellement la donne quoi? Donc finalement c'est ça tout le problème de ce dispositif, c'est qu'il n'est pas satisfaisant parce qu'il s'attaque à des conséquences d'un système un peu plus global en sanctionnant l'idée de l'abandon de poste. En fait, voilà, ce phénomène, il va se déverser, il va ruisser sur d'autres phénomènes, sur voilà, peut-être des absences répétées, voilà, peut-être des insultes, enfin, tout un tas d'autres motifs qui mèneront à la faute grave. Donc ça va peut-être en fait pervertir plus le système qu'autre chose, quoi. Mais bon, après, je pense à un coup politique. Hein. De toute façon, c'est un coup politique cette annonce qui est portée. On va pas faire de politique ici, mais bon, voilà, c'est un coup politique, je pense. Oui, non, mais de toute façon, c'est quand même plutôt une revendication du patronat qui considérait que quand même il y avait des salariés qui abusaient, qui se pointaient plus du jour au lendemain, et donc qu'il fallait en quelque sorte pénaliser ou en tout cas, comment dire, oui, enfin dont il fallait peut-être rendre plus captifs, on va dire, de leur contrat de travail pour pas qu'ils puissent profiter de l'indemnisation de chômage. Mais alors toi, justement, pardon, tu allais dire? Juste micro-observation, mais le wording utilisé, la terminologie utilisée dans cette loi marché du travail, hein, intitulée comme ça, c'est de rendre moins désincitatif l'assurance chômage. Et ça passe d'ailleurs par d'autres mesures. Par exemple, les salariés ne pourront plus refuser, que lorsqu'ils sont en CDD ou en intérim, des propositions de CDI, sauf à se voir privé d'indemnité de chômage. Alors, à certaines conditions, c'est pas le sujet de ce talk, mais en tout cas, voilà, c'est un package un peu plus global pour rendre un peu plus inaccessible l'assurance chômage. Oui, donc il y a quand même une idée qui est infusée, qui est de dire parce qu'il y a un système de chômage qui existe, ça incite les gens à ne pas travailler. C'est quand même ça un petit peu la coloration du truc. C'est l'idée, ouais. C'est Ok. l'idée. C'est l'idée depuis des années, hein, mais c'est l'idée. En Oui, effet, oui. on arrive à ce point. Là, on l'affirme bien publiquement, quoi. Ok. Et alors, toi, de ton point de vue d'avocat en droit du travail, selon toi, concrètement, qui va être pénalisé par cette réforme et à qui elle risque de bénéficier? Hmm. Difficile à dire. Très franchement, je suis pas certain d'avoir une réponse définitive là-dessus. Je connais les grands perdants, je connais pas les gagnants. Les gagnants, après voilà, tout dépend de la doctrine politique dans laquelle on est, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. En tout cas, je m'y refuse clairement. Mais non, voilà. Peut-être que c'est l'assurance chômage qui sera le gagnant parce qu'elle aura peut-être moins d'indemnités à voilà à donner tous les mois. Peut-être que c'est elle la gagnante. Je sais pas. Je pense qu'il y a d'autres intérêts secondaires derrière. Mais en tout cas, juridiquement, les grands perdants sont en effet, bon, voilà, temporairement le temps de trouver d'autres solutions. Les salariés qui souhaitent une rupture avec leur employeur, une rupture simple, une rupture sans avoir à saisir les prud'hommes, une rupture sans avoir à saisir un avocat, une rupture vraiment simple et qui se contentait jusqu'à présent d'abandon de poste. Peut-être que ça va se retourner contre une partie des employeurs d'ailleurs, hein, qui sont peut-être d'autres perdants, ironiquement, de ce dispositif, parce que ça va peut-être amener aussi une partie des salariés à se dire, bon, bah la méthode simple, visiblement c'est plus possible. Mais en fait, on a vraiment fait des trucs et enfin, je suis vraiment pas content. J'ai vraiment envie d'obtenir réparation. Donc, bah, puisque c'est comme ça, j'appelle un avocat et let's go quoi.
Et, Ouais. euh, et c'est déjà très fréquent, mais peut-être que ça va servir justement à faire basculer cette partie de salariés qui était peut-être un peu indécis jusqu'à présent et qui vont se lancer dans voilà une petite bataille pour obtenir réparation. Ok. Bon, et sinon, je voulais revenir avec toi sur la rupture conventionnelle et notamment sur les prestations d'accompagnement que tu proposais, enfin voilà, pour tes clients. Toi, concrètement, comment tu les accompagnes dans ce genre de procédure? Alors, derrière l'idée de rupture conventionnelle, c'est juste, enfin, globalement, ce qu'on entend, c'est je tape dans la main avec mon employeur, tu me donnes ça, je pars, voilà. Bon, en parlant vraiment juridiquement, on n'est pas là pour ça. C'est juste un dispositif légal et que j'utilise le moins possible parce que souvent le départ de salarié mérite plus qu'une simple indemnité spéciale de rupture conventionnelle et plutôt un deal un peu plus global qui correspond plutôt au mérite du salarié tout au long voilà de son contrat de travail ou alors à la réparation de manquements qui ont été commis par l'employeur. D'accord. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle les transactions, hein, c'est-à-dire des deals confidentiels hein, où on parle entre avocats en échangeant nos arguments, voilà, en disant bah, ça vaut ça, ça vaut ça. Bon, vous savez comment ça se passe au prud'homme, confrère. Bon, tu connais ça. Et à la fin, souvent quand on commence des négociations, on arrive à trouver un accord qui est satisfaisant pour tout le monde et qui est toujours plus satisfaisant qu'un long procès. Euh, donc ça c'est pas mal. Et c'est souvent ça hein, que j'offre à mes clients, enfin en tout cas l'offre que je leur propose, même si ça m'arrive aussi de partir au tribunal assez régulièrement également. Donc voilà. Et sur la reconversion juridique, enfin sur la reconversion professionnelle, j'offre un support juridique parce que maintenant je vois aussi un peu parce que euh, parce que voilà, je reste autour de la trentaine et beaucoup de mes amis, beaucoup des gens que je rencontre sont traversés par ces idées de reconversion professionnelle. C'est quelque chose qui est vraiment générationnel, donc qui a été accéléré par le Covid. Et on se pose tous les mêmes questions, quoi. Alors pas moi, parce que je suis en profession libérale, je suis pas salarié, mais, mais moi je vois pour vous tout ce qui se passe et je vois surtout qu'il y a il y a des dispositifs qui permettent parfois de se simplifier la vie et on le connaît pas, il suffit de l'actionner et c'est parti, quoi. Ça permet se payer un bilan de compétences, de prendre quelques mois pour réfléchir, d'obtenir le chômage pour lancer une boîte avec en percevant voilà un package de départ, l'intégralité, enfin en tout cas la moitié, cette indemnité pour l'emploi pour lancer son activité. Parfois, ça permet aussi de négocier, ça passe par négociation avec l'employeur. Enfin bref, il y a plein de formules envisageables. Euh, je pense pas que tout le monde puisse y trouver son compte, mais une grande majorité, je pense. Ok, très bien. Ben, écoute, merci pour ce live, merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Je pense que voilà, on a éclairci un peu le sujet en le décryptant et puis voilà, on a aussi parlé des enjeux de cette réforme parce que très concrètement, de toute façon, cette réforme, elle va avoir un impact pour les salariés et pour les employeurs. Merci beaucoup. Et puis surtout, pour ceux qui nous Merci à regardent, eh toi. bien, ne vous inquiétez pas, il y aura un replay disponible, alors qui sera partagé via ma newsletter, qui sera repartagé via Instagram, qui sera repartagé également via LinkedIn. Et puis, si vous voulez faire appel au service de Roman, n'hésitez pas à le contacter directement. Je mettrai son adresse mail dans le descriptif de ce post. Merci beaucoup Lucie de m'avoir accueilli, c'était très intéressant. Ça m'a paru très court, mais je crois qu'on est resté une bonne demi-heure ensemble, donc Ouais, il y avait beaucoup voilà, de c'est choses à passé très dire. vite. Yes, merci beaucoup, à bientôt et bravo Merci pour ce que tu fais. beaucoup. Merci à tous, au revoir.